Ok. Alors, on est connecté. A priori, nous sommes en live. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées? Oui, ça y est. Je vois 11 personnes en live. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, pour vérifier la technique, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, peut-être pour vous présenter brièvement, nous dire coucou, vous nous entendez? Ah, Angélique, bonjour. Bonjour Nathalie. Ok, bonjour Marine, Sylvie, super. Donc déjà, vous nous entendez, vous nous voyez bien? Questions envoyées au chat. Alors, j'attends un retour pour vérifier que vous nous entendiez tous correctement. Hello la team Calliope de Formité. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. J'ai vu passer Claire aussi. Ah oui, Claire. Bonjour Claire. Super, on a toute l'équipe derrière nous, c'est super. Bien, oui, le son est OK, c'est génial. Bon, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'audit de surveillance Calliope. Pourquoi s'en préoccuper dès maintenant? Alors, on va vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour passer votre audit de surveillance avec succès et en compagnie de Pascal, Marie-Hélène et moi-même. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez simplement dans le chat nous donner vos attentes? Quelles sont les attentes que vous avez pour cet échange? Ça va vous permettre de comprendre un petit peu où vous allez, peut-être d'orienter aussi nos réponses à certains moments du webinaire. Pour rappel, on est ensemble pour 1 heure de temps. Hein. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous installer confortablement, de veiller à ne pas être dérangé pour bien profiter de toute la valeur que nous allons faire de notre mieux pour vous partager. Prenez de quoi prendre des notes, papier, crayon, et évidemment, utilisez le chat pour interagir comme vous le faites là parfaitement. Mais on va prendre des temps de questions-réponses entre chaque partie de l'événement. Donc, n'hésitez pas à les mettre, même quand elles vous traversent l'esprit, car on les reprendra au fur et à mesure. Si, évidemment, le temps est suffisant. Souvent, on manque un peu de temps, mais on fera de notre mieux encore une fois. Enfin, je vous préviens, on offrira le PowerPoint de cette webconférence à la fin pour tous ceux qui restent jusqu'au bout du webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à y rester le plus longtemps possible. Pour continuer, alors pour rappel, hein, pour vous rappeler à qui est destiné ce webinaire, donc il est destiné évidemment aux organismes de formation certifiés Calliope. Hein, si vous n'êtes pas certifié Calliope ou vous ne travaillez pas au sein d'un organisme Calliope, peut-être que ce webinaire vous apportera peu de valeur en tout cas. Qui sommes-nous? Qui sont les intervenants? Eh bien, donc je suis Jean-Baptiste Boulic, chargé de mission donc de communication, marketing digital et donc animateur de l'événement. Je serai chargé de gérer le temps et d'animer les échanges. Marie-Hélène Dini, donc fondatrice de Formité, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce webinaire et qui est la fondatrice de Formité, mais aussi de 3 autres organismes de formation certifiés Calliope. Donc, et en plus, Marie-Hélène a œuvré pour la reconnaissance d'un métier émergent à RNCP. Donc, très, très proche de toutes les petites problématiques, on va dire, qu'un OF peut rencontrer. Et enfin, Pascal Dénin. Pascal Dénin, qui est donc consultant qualité au sein de Formité, mais également auditeur agréé Calliope. Donc, il va pouvoir nous offrir un regard, le côté auditeur, ce qui est un regard intéressant sur les questions de renouvellement Calliope. Et puis, de l'autre côté, on aura Marie-Hélène, qui a un regard organisme de formation. Et de cette manière, on va créer un échange intéressant qui va forcément vous intéresser également, pour mieux vous préparer. Je vous laisserai évidemment peut-être ajouter quelque chose dans un instant. Je vais tout de suite d'ailleurs donner la parole à Marie-Hélène pour introduire, peut-être présenter Formité et à suivre le concept simplement du Calliope. Comment ça fonctionne, rappeler les basiques. Marie-Hélène, je te donne le micro. Alors, déjà pour présenter Formité,
que j'ai créé donc il y a 5 ans. Ça correspondait à un besoin chez moi en tant qu'organisme de formation, à de multiples besoins. Le premier, vous le connaissez, hein, c'était un besoin de certification, c'est-à-dire d'aller vers du RNCP et du répertoire spécifique pour mon offre de formation. Et à l'époque, j'avais beaucoup de mal à trouver, je dirais, des consultants vraiment compétents. Donc, après avoir été retoquée plusieurs fois à l'époque par la CNCP, je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais recruter moi-même mes propres consultants. Et c'est comme ça qu'est née Formité. Donc, Formité essaye d'être au plus près des besoins des organismes de formation depuis une offre sur la création, hein, c'est-à-dire qu'on accompagne les organismes de formation sur la création. Il y a d'ailleurs eu un webinaire à ce sujet au mois de décembre, Jean-Baptiste. Vous pouvez sans doute accéder au replay d'une façon ou d'une autre. Sur notre site web. Voilà, les besoins de certification, donc RSCH, RNCP, ou bien aller rejoindre un organisme de formation qui a déjà un titre. Vous savez que c'est vers ça que actuellement France Compétences nous pousse, c'est de se regrouper pour la gestion des titres. Donc voilà, donc on a développé aussi toute une offre pour aller raccrocher. Voilà, moi j'ai moi-même raccroché à un titre professionnel de formateur, par exemple. Donc le développement, alors ça c'est quelque chose qui me semble vraiment important pour un organisme de formation. Pourquoi? Ben parce que quand je suis allée demander une certification de mon offre, ben, en fait je savais pas ce que je devais demander exactement. J'avais des demandes qui étaient parfois d'aller demander à l'époque un inventaire, donc un répertoire spécifique sur une formation, puis finalement en prenant du recul avec le consultant, on s'est aperçu que c'était peut-être une autre qu'il fallait mettre. Ou peut-être que ce n'était pas pertinent tout simplement de demander un répertoire spécifique pour cette formation-là, parce qu'on avait peu de chances de l'avoir, tout bêtement. Donc voilà, bon, pour tous les organismes de formation qui se posent la question de mais finalement, je certifie quoi? Je fais certifier ou peut-être qu'on n'a qu'en visibilité le CPF alors qu'il y a des tonnes d'autres moyens de prise en charge et de financement de la formation. Eh bien, si vous êtes dans ces questionnements-là, moi, je vous recommande vraiment l'audit stratégique qui permet de faire un 360 degrés de toute votre offre de formation, de voir les possibilités de certification, de prise en charge. Bien sûr, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est Calliope, avec une mallette Calliope en ligne que certains d'entre vous ont peut-être utilisée, de la formation à Calliope, de l'accompagnement pour l'audit initial, mais également, on en parlera plus en détail à la fin, une offre justement pour préparer ce fameux audit de surveillance. Et enfin, toute une offre, un accompagnement pour les organismes de formation qui souhaiteraient mettre en place la VAE et qui finalement se posent beaucoup de questions sur comment la mettre en place, qu'est-ce que l'accompagnement, qu'est-ce qu'il requiert comme compétences, etc. Et ça, ce sera une formation qui aura lieu en inter-entreprise au mois de juin. Donc voilà un petit peu pour Formité et qui je suis. Et juste, je vais donc maintenant replacer le cadre de cette intervention aujourd'hui. Donc juste pour rappel, en fait, oui, non, c'était bien le bon slide. Donc voilà. Vous avez une certification Calliope à un moment donné que vous placez à un endroit. Et vous êtes certifié pour 3 ans ou parfois 4 ans si vous avez passé votre audit initial avant la fin de l'année 2020. Et entre ces deux bornages, donc entre l'audit initial et l'audit de renouvellement qui aura lieu 3 ou 4 ans plus tard, eh bien, il y aura un audit de surveillance, déjà pour bien le mettre. Et l'audit de surveillance doit avoir lieu entre 14 et 22 mois à la suite de l'audit initial, en fait. C'est bien ça? Non, jusqu'à 28 mois. Oui, c'est ça. Entre 14 et 28 mois après l'audit initial. Donc, soit on le met assez proche de l'audit initial, puis du coup, le renouvellement est assez loin. Ou alors, on le met au bout des 28 mois, mais vous voyez que derrière, l'audit de renouvellement, il est très, très proche. Après, ce sont des choix stratégiques, mais moi, ce que j'ai retenu des qualiticiens qui m'ont accompagné en tant qu'organisme de formation, c'est qu'une démarche qualité, ça s'improvise pas, ça se fait pas juste au moment de l'audit. C'est quelque chose qui se travaille, en fait, tout au long des années et des mois qui vont avoir lieu entre l'audit initial et l'audit de renouvellement.
et que finalement l'audit de surveillance, c'est juste pour voir où on en est. Mais si on a continué à travailler notre qualité et à évoluer selon les process qui nous ont été indiqués, ben, ça ne devrait poser aucun problème. Donc aujourd'hui, Zoom sur cet audit de surveillance qui a lieu donc entre 14 et 24 mois après votre audit initial, et 28 mois. Je vais y arriver. Entre 14 et 28 mois. Je Voilà. rebondis, Marie-Hélène, une seconde sur ça, parce qu'on a eu une question dans le chat de Brigitte qui demandait si ce webinaire concernait également l'audit de renouvellement. Si on avait trouvé des infos dessus, et clairement non. Non, non, clairement non. Enfin, peut-être Pascal, tu as des informations, toi L'audit de renouvellement sera identique à l'audit initial. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une révision complète. Aussi bien l'audit de surveillance est normalement basé sur la moitié du temps de l'audit initial, mais l'audit de renouvellement, lui, sera sur une durée équivalente à l'audit initial ou supérieure ou inférieure suivant l'évolution de l'OF. Est-ce qu'il y a des nouvelles catégories d'actions? Est-ce qu'il y a des catégories d'actions qu'on ne souhaite plus certifier? Donc voilà, il va y avoir... voilà, mais normalement, si vous ne changez rien, l'audit de renouvellement sera de la même durée que l'audit initial et sera sous la même forme que l'audit initial. Et tant qu'à parler de cet audit de surveillance aussi, j'ai vu passer une question demandant si il était en présentiel. Bah, tout dépend si l'audit initial a été fait en présentiel et l'analyse de risque qu'a fait l'auditeur. En tant qu'auditeur, on nous demande donc de faire une analyse de risque et de pouvoir dire en fin d'audit si on peut faire l'audit de surveillance en présentiel ou en distanciel. Mais logiquement, si vous avez fait l'audit initial en présentiel, vous pouvez demander l'audit de surveillance en distanciel. Et si vous avez fait en distanciel l'audit initial en distanciel, vous pouvez le demander. Enfin, il sera quasiment obligatoirement en présentiel. Oui, donc ça, on peut dire que c'est la grande règle. Il peut y avoir des exceptions en fonction de ce que dit l'auditeur et des points de vigilance, mais normalement, si on a fait en présentiel le premier, on peut faire en distanciel le deuxième. Par contre, si on a fait le premier en distanciel, normalement, le deuxième sera en présentiel. Sauf, évidemment, s'il y a des non-conformités majeures, où là, l'auditeur peut dire, bon, l'audit de surveillance sera fait en présentiel. Voilà. Il n'y a pas de règle établie. C'est suivant aussi le certificateur, les modes de fonctionnement du certificateur. Mais voilà, la règle générale, on va dire, normalement, c'est si on a fait en présentiel, on peut faire en distanciel. Si on a fait en distanciel, il sera fait en présentiel. Peut-être une question sur la durée aussi de l'audit de surveillance. Oui, comme je l'ai indiqué, hein, c'est donc normalement c'est basé sur la moitié du temps de l'audit initial, sauf si vous avez fait un audit aménagé, c'est-à-dire que vous aviez déjà une certification type OPQF, et que, comme l'audit aménagé a été réalisé sur un temps un peu plus court, l'audit de surveillance sera sur un temps un peu plus long, puisque là, il va revérifier aussi l'ensemble des indicateurs qui n'ont pas été vérifiés à l'audit initial. Oui. Alors je vois, c'est un lapsus sûrement assez révélateur de la personne qui a rédigé les slides, parce que j'ai un audit de surveillance entre 14 et 22 ans. Après l'obtention de la certification. Donc, en tant qu'OF, on aimerait bien, mais non, c'est entre 14 et 22 mois qu'il faut lire. Donc, il y aura certainement des audits de surveillance entre 14 et 22 ans, mais voilà. C'est ça. Donc, pour préciser, c'est entre 14 et 22 mois après l'obtention de la certification si vous avez été certifié après le 31 décembre 2020. Si vous avez été certifié avant le 31 décembre 2020, il y a une durée un peu plus longue, jusque 28 mois, pour essayer d'équilibrer les gens qui ont bénéficié d'une certification sur 4 ans en rapport des gens qui ont obtenu une certification sur 3 ans. Puisque si vous étiez certifié avant le 31 décembre 2020, la certification avait une valeur sur 4 ans. Voilà. C'était dû au Covid et au décalage des dates limites pour être certifié Calliope. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Je reprends le rythme de la présentation pour attaquer notre première partie. On a encore quelques points à voir et je vois les questions qui défilent dans le chat. Quels sont les événements que vous devez impérativement signaler aux certificateurs? Question que je propose de poser à Pascal. Oui, alors, lorsque vous êtes audité pour la certification, vous établissez une situation.
un nombre de sites, votre NDA, votre SIRET et les catégories d'actions que vous souhaitez voir certifiées. Si, entre-temps, je veux dire, la certification n'empêche pas l'évolution de l'OF, si, entre-temps, vous rajoutez une catégorie d'action, bien évidemment, il faut le signaler au certificateur parce que le rajout d'une catégorie d'action peut entraîner un audit d'extension préalable à l'audit de surveillance. C'est-à-dire que l'audit de surveillance ne pourra pas être fait si l'audit d'extension n'a pas été fait. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez que la nouvelle catégorie d'action rentre dans le cadre de la certification, il faudra un audit intermédiaire d'extension qui vous permettra d'intégrer votre nouvelle catégorie d'action dans la certification. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut signaler? Des déménagements ou un changement de site. Voilà, j'ai eu le cas d'un client récemment qui déménageait. Alors, il déménageait dans la même ville, mais il changeait aussi son numéro de SIRET, évidemment. Donc, derrière, il y a un impact, et notamment au niveau des financeurs qui ont une information de votre certification en rapport de votre numéro de SIRET et de votre NDA. Donc, s'il y a un changement, il faut le signaler de manière à ce que l'information qui arrive au financeur soit toujours correcte. Donc, le changement de numéro de SIRET ou le changement de NDA, vous changez de région, vous changez de NDA, donc là, il faut signaler le changement du numéro de déclaration d'activité, de manière à ce que vous soyez toujours bien référencé dans la base, des financeurs. Après, si vous ajoutez un site, parce que il y a des indicateurs spécifiques sur les moyens techniques mis en place pour dispenser vos formations, donc l'ajout d'un site est à signaler aussi, ou la mise en œuvre d'une nouvelle catégorie d'action, comme je l'indiquais au départ, de manière à pouvoir faire bénéficier votre nouvelle catégorie d'action des financements publics. Alors c'est vrai qu'on va détailler juste après qu'est-ce qu'on appelle une catégorie d'action parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours en fait. Moi-même, j'ai eu un organisme de formation là récemment qui a déménagé. Et on pense pas toujours en fait à dire on a déménagé, on a changé de SIRET et du coup parfois même de NDA. Et donc ce sont vraiment des choses à signaler impérativement et ne surtout pas attendre l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement pour le faire. Peut-être détailler un tout petit peu ce qu'on entend par site, Oui. Pascal, parce que J'y arrivais. Donc, un site, en fait, c'est un lieu qui possède un numéro de SIRET. Donc, vous avez en tant qu'OF, vous avez un numéro SIREN, et après, chaque site est défini par un numéro SIRET. Donc, voilà, si vous avez deux numéros de SIRET, eh bien, c'est deux sites. Après, si vous louez une salle pour dispenser vos formations, ce n'est pas considéré comme un site. Est-ce que... Claire, sur à qui doit-on signaler les changements? oui. Alors, ces changements sont à signaler à votre certificateur, parce que c'est lui qui va informer la base sur les changements, et puis qui va aussi intégrer, en cas d'une nouvelle catégorie d'action, qui va intégrer cette catégorie d'action dans un audit d'extension. Il va vous proposer un audit d'extension. Il y a une question aussi, le NDA, est-ce que tu peux préciser? Oui, numéro de déclaration d'activité. Donc que tous les OF ont au démarrage de leur activité. Et si on veut changer de certificateur? C'est parfaitement faisable. Vous pouvez changer de certificateur hein, si vous n'avez pas été satisfait, je veux dire, de ce que vous avez entendu, vu lors de l'audit initial. Vous pouvez changer de certificateur. Alors, suivant les certificateurs, certains vont vous compter quand même vont vous demander de régler quand même l'audit de surveillance. Enfin, il y a des pénalités qui peuvent être mises et d'autres certificateurs vous disent si vous changez de certificateur, moi je prends en charge les frais attenants. Mais voilà, ça il faut vous renseigner auprès de votre certificateur qui vous donnera les conditions, qui vous donnera toutes les conditions. Après, il y a je crois, un peu plus d'une trentaine de certificateurs aujourd'hui, donc chacun a ses méthodes commerciales ou de fonctionnement. Voilà, après, suivant le délai dans lequel vous signifiez à votre certificateur que vous ne souhaitez plus travailler avec lui, voilà, si c'est juste après l'audit initial,
ça ne posera pas trop de soucis, mais si c'est juste avant l'audit de surveillance, ça peut être très, très pénalisant pour lui parce qu'il a réservé le temps de l'auditeur pour faire l'audit de surveillance. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment pour les poser. Marilène, peut-être de ton point de vue. Oui, je pensais qu'on avait enfin, en tout cas, on peut peut-être détailler vraiment les changements euh, qui ont été appelés changements, enfin, l'ajout d'une nouvelle catégorie, parce que souvent on a des questions, par exemple, c'est des questions que moi je me posais en tant qu'organisme de formation, qui est, bah, si je rajoute une formation, est-ce que je dois le signaler? Alors, Donc moi, si j'ai bien compris, non, en fait. alors, Voilà. Mais par alors, contre, si je faisais de la formation et que je fais de la VAE, ben là, il faut que je le signale. voilà, tout à fait. Alors, si vous faites une nouvelle formation, mais qui reste dans les catégories d'action qui ont été auditées lors de l'audit initial, vous le signerez à l'auditeur le jour de l'audit, et il vérifiera que vous avez bien mis en place des process qui répondent aux indicateurs de Calliope, mais ce n'est pas un changement majeur. Voilà, on n'appelle pas ça un changement majeur. C'est vraiment le fait de mettre une catégorie d'action supplémentaire qui va qui va induire un changement majeur, puisque alors après vous pourrez très bien mettre par exemple vous êtes OF, vous mettez la VAE en route et vous pouvez très bien dire bah écoutez moi la VAE finalement je n'attends pas qu'elle soit financée. Donc dans ce cas-là vous pouvez très bien indiquer que vous ne souhaitez pas qu'elle rentre dans le cadre de Calliope. Pour rappel, lorsque vous apposez le logo Calliope, vous devez apposer sous le logo Calliope les catégories d'actions pour lesquelles vous êtes certifié. Donc voilà, c'est les nouvelles catégories. Bah, il y en a trois. C'est le CBC, Centre de bilan de compétences, l'alternance par le biais du CFA ou éventuellement la VAE. Si entre l'audit initial et l'audit de surveillance, vous êtes rattaché à un titre, attention, on parle bien de titre RNCP, puisque Calliope ne prend en compte les formations certifiantes qu'à partir du moment où elles sont rattachées à un titre RNCP, ce n'est pas une nouvelle catégorie d'action. Il faudra juste le signaler à l'auditeur, parce que il y a quelques indicateurs, 3 de mémoire, qui sont spécifiques à la certification. Donc, si je résume, j'ai un organisme de formation, voilà, je décide de faire de la VAE, je dois impérativement, en tout cas, le signaler à mon certificateur. Oui, si vous souhaitez qu'il soit intégré dans le cadre, dans le cadre de la certification. Et dans ces cas-là, il fait quelque chose, le certificateur, il vient faire un audit complémentaire il viendra faire Non, il viendra faire un audit d'extension, puisqu'il doit vérifier que cette nouvelle catégorie d'action suit bien les process conformes à Calliope, et ensuite, suite à l'audit d'extension, il viendra faire l'audit de surveillance. Si vous indiquez à l'auditeur le jour de l'audit de surveillance que vous avez une nouvelle catégorie d'action, il sera amené à faire d'abord un audit d'extension. Et donc, vous serez obligé de reprendre rendez-vous pour l'audit de surveillance. D'accord. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de bien le signaler en amont. Oui. Merci. Je crois qu'on est sur les questions-réponses, de toute façon. Ouais, c'est ça. On a une question. Le certificateur réalise-t-il une surveillance entre les audits et si oui, sous quelle forme? De toute façon, on y a répondu. Non, il n'y a pas de surveillance particulière. Je crois que la charge de la preuve est plutôt dans l'organisme de formation, en fait. Oui, tout à fait. C'est lui qui doit informer. C'est l'organisme de formation qui supporte la certification, donc c'est à lui de signaler tout changement. C'est pas, voilà, il n'y a pas de surveillance du site ou, il n'y a pas de, il y a pas de paranoïa autour de ça. On est bien d'accord. Le certificateur entre deux audits, il a d'autres choses à faire et il ne viendra pas regarder. Voilà. Après, juste avant l'audit de surveillance, bien évidemment, il est possible que l'auditeur qui est désigné puisse faire un petit tour sur le site, regarder un petit peu ce qui s'y passe, et puis voilà, orienter, je vais dire, son plan d'audit par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un audit de surveillance entre chaque certification et renouvellement? Oui. Oui, c'est un rythme qui est établi. Donc, audit initial, audit de surveillance, audit de renouvellement, audit de surveillance, audit de renouvellement, audit de surveillance. Voilà, ce rythme est établi.
Sur quoi porte concrètement l'audit de surveillance? Alors, peut-être qu'on va y venir justement dans les... Ça va répondre aussi à la question de Claire sur quels sont les critères les plus surveillés. Oui, tout à fait. Ça fait d'ailleurs une belle transition. S'il n'y a pas d'autres questions, il me semble qu'on a répondu aux questions principales. Voilà, je vous propose qu'on avance sur la question suivante, sur la partie suivante, qui est quels sont les points qui seront obligatoirement abordés lors de l'audit de surveillance? Claire, ça devrait vous satisfaire. Alors, je laisse Pascal prendre la suite, du coup. Alors, les points je vais dire obligatoires. Tout d'abord, c'est l'utilisation du logo Calliope. Donc, la conformité de l'utilisation du logo Calliope. Donc, ce que vous avez été certifié, vous avez dû recevoir une charte qui vous indiquait les endroits où vous pouviez placer le logo Calliope, ce qui était obligatoire d'indiquer avec le logo Calliope, et il y a aussi une charte graphique avec le logo Calliope. Donc, le logo Calliope, il ne peut être utilisé que sur l'institutionnel et ne peut pas être utilisé dans une communication commerciale. Il ne doit pas apparaître sur les il ne doit pas apparaître sur les fiches programmes ou sur tout ce que vous communiquez concernant une formation typiquement. Voilà, donc là, je vous incite à bien vérifier, bien évidemment, que le logo Calliope est bien utilisé, puisque ça amènera automatiquement une non-conformité majeure. Le deuxième point, il regardera les non-conformités relevées lors de l'audit initial, ainsi que les indicateurs nouvel entrant. Donc si, lors de votre audit initial, l'auditeur vous a qualifié de nouvel entrant, il y a beaucoup de... comment ça s'appelle ? Il y a beaucoup d'indicateurs sur lesquels on ne vous a pas demandé d'éléments de preuve. On vous a juste demandé de montrer votre process. Donc là, il viendra vérifier que le process que vous avez annoncé lors de l'audit initial est bien suivi dans les diverses formations que vous avez dispensées entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Voilà. Et puis les non-conformités relevées, hein, qu'elles soient mineures ou majeures, vous avez établi des plans d'action. Si vous avez des non-conformités, vous avez établi des plans d'action, ils ont été validés. Et puis, par rapport à ça, il va bien évidemment regarder les indicateurs où vous avez des non-conformités. Vous avez eu des non-conformités pour voir que le plan d'action a bien été mis en place et suivi. Voilà. Les points de vigilance, hein, donc on peut les appeler points d'attention, points de vigilance, pistes points sensibles. Enfin bon, chaque auditeur les appelle comme il le souhaite. Ce sont des points qui ne sont pas des non-conformités, mais sur lesquels il n'y avait pas forcément d'exploitation ou d'éléments de preuve concrets. Donc là, l'auditeur a dit, écoutez, moi votre process me semble bien, mais on va quand même regarder que ce que vous avez mis en place est bien suivi. Parce que normalement, l'audit initial, il y avait quand même une bienveillance de l'auditeur qui prenait en compte les situations. Quand on arrive et qu'on veut se faire certifier, on n'a pas pratiqué les indicateurs depuis 2-3 ans. Donc à ce moment-là, on met ce qu'on appelle des points de vigilance. Et puis, il regardera aussi les indicateurs critiques. Voilà, donc il y en a 19 dans le référentiel sur la totalité des catégories d'action. À minima, vous êtes sur 12 ou 13 suivant que vous ayez recours à la sous-traitance ou pas. Et donc, il va regarder certains indicateurs critiques. Donc, il y a certains indicateurs qui nous sont indiqués comme étant un passage obligé, et d'autres qui seront, suivant le temps, suivant le choix de l'auditeur par rapport au rapport d'audit initial. Là, il n'y a pas de règle. On ne dit pas il y en a que quelques-uns qui sont quasiment obligatoires, mais les autres, c'est à la discrétion de l'auditeur. Alors normalement, l'auditeur doit communiquer un plan d'audit, on va dire au moins une semaine avant l'audit. Donc vous serez informé au préalable des indicateurs qui sont concernés. Et puis il y a le temps de l'audit. Si vous avez fait un audit initial sur une journée, une demi-journée, c'est très très court. Donc il ne va pas pouvoir de toute façon revoir votre processus de A à Z. Très bien. J'ai vu le chat qui a rebondi sur le premier, l'utilisation du logo Calliope. Je te propose qu'on aille vers un peu plus de détails sur ce sujet-là, qui peut-être commencera ça permettra de répondre à certaines questions qui remontent là.
Oui, tout à Et fait. ensuite, on ira sur les indicateurs critiques également. J'ai un peu survolé tout à l'heure les divers points, mais bon, donc dans l'utilisation du logo Calliope doit être accompagné de la mention adaptée correspondant là où les catégories d'action dont le processus a été certifié. Donc là, juste en dessous du logo, il doit être marqué certifié pour la catégorie OF, VAE, et vous devez bien indiquer les catégories d'action. Donc vous pouvez l'adosser au logo de l'OF dans le respect de la zone de protection, puisqu'il y a un minimum d'écart entre le logo de l'OF et le logo Calliope qui doit être équivalent au sigle Marianne qui est en bas à gauche du logo. Il est interdit d'utiliser la marque Calliope dans la publicité, publicité ou tout support média. Tout à l'heure, j'ai vu passer les plaquettes. Bah, oui, puisque la certification, encore une fois, c'est important, est supportée par l'OF, elle n'est pas supportée par une formation. Donc, c'est une communication uniquement institutionnelle. Pas de publicité ou tout autre support. Enfin, donc sur votre site internet, bien évidemment, en page de garde, vous pouvez indiquer que vous êtes certifié Calliope, il n'y a aucun souci avec ça. Mais après, vous ne pouvez pas, par exemple, faire un salon et vous installer comme comment ça s'appelle comme présentateur et puis utiliser la marque Calliope. Oui, alors ça veut dire il y a beaucoup de questions là Oui. sur ce logo. Par exemple, sur une facture, sur un Non plus. devis, non plus. Non plus. Sur une plaquette commerciale, non plus. Non plus. Dans la Non, signature d'un mail, dans la signature du mail, non plus. Non, c'est vraiment. Vous devez l'indiquer sur votre communication générale, mais pas sur des communications spécifiques. Mais bon. Okay. Il y a énormément de questions. Donc, en fait, juste sur la communication générale, la page de garde du site, quand même, Internet, et puis c'est tout, quoi. Oui, tout à fait. Bah, oui, en règle générale, oui. Vous indiquez sur la page de garde du site, oui. La convention de formation, on me demande? Non plus. Non plus. Okay. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt, puisque l'objectif, quand même, au départ de cette certification, c'est de montrer que vous êtes certifié. Une fois que le candidat, le futur stagiaire a pris contact avec vous, il est informé. Donc, remettre ça sur tous ces documents n'a pas vraiment d'intérêt en lui-même, quoi. Et vous ne pouvez pas mettre non plus sur les attestations de formation. Très bien. Je propose qu'on avance malgré toutes les questions. Il y a beaucoup d'indicateurs encore à observer. Alors, les indicateurs critiques. Le premier. Le numéro 4, me semble-t-il. Non, il y a 4 indicateurs critiques, en fait. Non, il y a 19. Il y en a 19 en tout dans le référentiel, toutes catégories d'actions confondues. Donc, si vous n'êtes que OF, il y en aura au minimum 12 ou 13. Ça dépend de votre mode de fonctionnement, si vous avez recours à la sous-traitance ou pas. Donc, pour donner un exemple concrètement, c'est l'indicateur 27, donc qui apparaîtra ou n'apparaîtra pas suivant que vous ayez eu recours ou pas à la sous-traitance. Si entre-temps vous avez recours à la sous-traitance, bien évidemment, et que vous l'indiquez à l'auditeur, ou qu'il le constate sur votre BPF par exemple, bien évidemment il auditera cet indicateur, quoi. Mais bon, donc c'est 12 pour ceux qui n'ont pas recours à la sous-traitance, c'est 13 pour ceux qui ont recours à la sous-traitance, et puis il y a quelques indicateurs critiques supplémentaires qui sont spécifiques aux catégories d'action, comme la VAE, le CBC et le CFA. Donc là, qui pourront être aussi audités. Voilà, donc les indicateurs critiques, donc comme je disais, il y a déjà le numéro 1 qui sera audité, puisque c'est l'utilisation du logo Calliope, donc là c'est dans l'indicateur 1. Donc on rajoutera les moyens humains et techniques si éventuellement vous avez un nouveau site. Et là, l'auditeur ira voir l'indicateur 17 pour voir que sur ce nouveau site, vous avez bien mis en place les process Calliope sur lesquels vous êtes engagé lors de l'audit initial. Voilà, donc comme je l'indiquais, si vous avez recours à la location de salle,
l'auditeur peut vérifier sur cet indicateur-là que vous avez bien vérifié que les moyens techniques étaient présents dans les locaux que vous avez loués. Donc là, il pourra regarder la convention de location, il pourra regarder éventuellement si vous avez un échange en élément de preuve, c'est ça, hein, il vous demandera de montrer les échanges que vous avez eus avec le bailleur pour qu'il puisse mettre en place les besoins dont vous avez besoin, ou tout au moins vous signaler ce qu'il ne peut pas mettre en place de manière à ce que vous puissiez le mettre en place. Voilà, l'objectif, il est là, c'est de vérifier que vous avez bien, que le jour de la formation, le jour J, tout ce dont vous avez besoin est bien présent sur le site. Ensuite, comme je vous disais, le 27, concernant la sous-traitance, si vous avez recours à des intervenants externes, donc l'indicateur 27 demande que l'organisme de formation s'assure du respect du référentiel dans les formations dispensées. Donc là, vous avez, lors de l'audit initial, vous avez évoqué avec l'auditeur les méthodes que vous alliez mettre en place pour vérifier que le formateur, l'intervenant externe, ait bien respecté ce à quoi vous êtes engagé. Si vous n'aviez pas de sous-traitance à l'audit initial, il viendra vérifier que, entre-temps, si vous avez recours à la sous-traitance, vous avez bien mis en place quelque chose pour le faire, pour vérifier qu'il y a respect du référentiel. Ensuite, les Alors oui, par exemple, oui. Pascal, excuse-moi de t'interrompre, mais il y Oui, avait vas-y. effectivement, si on a décidé de faire par exemple un questionnaire qualité qu'on a indiqué à l'issue de la formation, on doit s'assurer que l'intervenant fait bien passer le questionnaire qualité, par exemple. Donc, Tout à fait. voilà. Et qu'il le restitue à l'OF en fin de formation, parce que ce sont les éléments de preuve qu'on pourra amener, que vous serez amené à produire le jour de l'audit. Oui, par exemple aussi, ce qui me vient, c'est un entretien de positionnement. Hein, si effectivement, selon ce qu'on a déclaré en entretien de positionnement au départ, on doit s'assurer que effectivement notre sous-traitant fait bien passer l'entretien de positionnement et a bien une trace de cet entretien de positionnement, tout simplement. Donc voilà, pour juste éclaircir un propos. Est-ce que c'est ça ou est-ce que Oui, non, c'est parfaitement ça. Hein, je n'ai pas de souci là-dessus. En même temps, je regardais un petit peu les questions qui apparaissent. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, parce que je n'ai pas toutes les réponses à toutes vos questions, les audits de surveillance ont débuté il y a très peu de temps. C'est quelque chose d'assez, pour l'instant, assez confidentiel. Ça va venir. Au fur et à mesure, les gens vont arriver, mais les premiers certifiés étaient en 2020 et on va arriver là dans les premiers audits de surveillance au niveau des certificateurs. Si vous souhaitez avoir des réponses, n'hésitez pas à vous retourner vers votre certificateur, à lui poser les questions. Ils sont là pour ça aussi. Ça vous permettra de vous assurer que vous êtes en conformité le jour de l'audit. Parce que là, je vois sur le bandeau Facebook, alors tout le monde le met dans sa signature mail. Oui, ils peuvent, hein. Tout le monde peut, il n'y a pas de souci. Si l'auditeur tombe dessus, ça peut avoir aussi des conséquences. Alors, oui. L'amélioration continue. Alors oui, les autres indicateurs qui seront incontournables, c'est l'amélioration continue, donc les indicateurs 31 et 32. Donc là, vous devrez prouver que le processus d'amélioration continue que vous avez mis en place et indiqué à l'auditeur comme étant votre processus a bien été suivi et vous devez montrer qu'il est efficace. Voilà, donc en gros, ça veut dire, l'indicateur 30, vous interrogez les diverses parties prenantes, je rappelle qu'il y en a 4, donc qui sont les stagiaires eux-mêmes, les équipes pédagogiques, les entreprises, si vous avez des contacts avec des entreprises, si vos clients sont des entreprises, et les financeurs. Voilà, et vous recevez de l'information de la part de ces 4 parties prenantes. Donc en 31, vous devez analyser les informations, analyser et qualifier les informations que vous recevez, parce que bon, voilà, il parle beaucoup de réclamations, mais bon, il y a des niveaux de réclamation. Une réclamation, ça doit être quelque chose qui est vraiment attenant à la formation en elle-même.
Voilà. Après, on peut prendre en compte, par exemple, que dans une salle, si 3 ou 4 stagiaires disent il faisait froid, on va vérifier, vous pouvez indiquer tout simplement que vous allez vérifier la prochaine fois que le chauffage est bien mis en route, quoi. Mais voilà, il faut dans un premier temps qualifier l'importance de la remarque qui a été faite ou de la piste de progrès qui a été donnée, et ensuite prouver que vous avez mis en place, vous avez reçu cette information, vous l'avez analysée et vous l'avez mise en place. Vous avez mis en place les actions nécessaires pour résoudre la problématique. Oui, en fait, Pascal, si je comprends bien, l'intérêt de ces indicateurs, c'est qu'en fait, ils regroupent beaucoup de choses dans l'OF en fait. C'est-à-dire que d'après les retours de questionnaires, on a des retours sur la qualité de l'accueil, sur la qualité pendant la formation, sur les questionnaires qu'on fait passer à la fin, sur, tu l'as dit tout à l'heure, la qualité de la salle, etc. Donc en fait, l'intérêt pour un auditeur d'aller plutôt sur ces indicateurs-là, c'est qu'en fait, on peut comme ça voir tous les endroits où il y a éventuellement des choses qui fonctionnent moins bien dans l'OF et comment est-ce que l'OF prend ça en charge, l'analyse et pose des actions derrière, quoi. Voilà. Alors, je vais tuer une idée préconçue parce que je vois l'intervenant doit-il être certifié lui aussi? Eh bien non. Et même s'il est certifié, le fait qu'il soit certifié ne vous garantit pas qu'il va suivre vos process. Donc voilà, les intervenants peuvent être des formateurs indépendants, peuvent être des professionnels en activité, et ils n'ont pas l'obligation non seulement d'être OF, mais en plus, ils n'ont pas non plus l'obligation d'être certifiés Calliope. Alors, il y a une autre question qui est arrivée entre-temps et qui dit « Si je n'ai pas de réclamation ni de remarque ?» Oh, ça arrive. La vie de l'OF est-elle un long fleuve tranquille ou il y a toujours des petites choses, des petits retours? Il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit très important non plus, mais je pense que en tant qu'OF, lorsque vous interrogez les stagiaires, il y a toujours des petites choses sur des durées de modules qui n'ont pas été suffisamment exploitées. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Et en plus, l'amélioration continue ne concerne pas seulement que les retours. Pour moi, n'hésitez pas à intégrer non plus la veille, les 3 indicateurs de veille. Si vous avez une veille qui vous arrive et que l'information est intéressante, intégrez-le dans votre tableau d'amélioration continue. Ça peut être une information sur le handicap, ça peut être voilà, vous accueillez une personne en situation de handicap, vous mettez des choses spécifiques en œuvre, eh bien ça fait partie de l'amélioration continue puisqu'il faut capitaliser derrière sur ce que vous avez mis en œuvre. Il y avait une question sur l'entretien de positionnement, c'était pas clair pour quelqu'un. Alors oui, l'entretien de positionnement, enfin moi je l'appelle comme ça, c'est l'entretien qui vise à vérifier que effectivement la personne que vous accueillez, que la formation que vous êtes en train de proposer correspond bien à ses besoins. Et oui. Éventuellement, dans certains OF, éventuellement, on peut proposer à la personne et qu'elle est bien dans les prérequis de la formation. Et éventuellement même, on peut aller dans certains OF jusqu'à proposer de ne suivre qu'une partie de la formation, par exemple, ou de compléter la formation. Voilà. Donc c'est vraiment c'est un point à un moment donné avec le futur stagiaire pour vérifier que la formation correspond bien à ses attentes. Qu'il est bien dans les prérequis et éventuellement procéder à une adaptation de la formation le cas échéant. Exactement. Et il y a un deuxième indicateur qui demande de vérifier le positionnement à l'entrée de formation. Bon, la vérification des prérequis peut être simplement, voilà, si je fais une formation, on va dire, de spécialisation d'ophtalmologiste, eh bien, vous devez vérifier que les personnes sont ophtalmo elles-mêmes. Les personnes en entrée de formation sont ophtalmo, parce que si vous dispensez une formation de spécialisation dans l'ophtalmologie à des gens qui n'y connaissent rien, eh bien, l'objectif ne sera jamais atteint. Donc, quand on demande de faire la vérification, le positionnement à l'entrée en formation, les prérequis peuvent être tout simplement une vérification. Parce que, bien évidemment, vous n'allez pas de voir si l'ophtalmo qui vient en formation a connaissance de son métier. Logiquement, s'il a le diplôme, voilà. S'il a le diplôme, s'il est installé, c'est qu'a priori, il a les connaissances suffisantes et nécessaires pour poursuivre votre formation.
Alors, il y avait des questions aussi. Quelqu'un qui a dit oui, ça me vient maintenant décalé. Qui initie l'audit de surveillance? Qui dit c'est maintenant l'audit de surveillance? Alors, c'est le certificateur qui va vous reprendre contact avec vous. Bon, s'il ne le fait pas, inquiétez-vous, mais normalement, la règle, c'est que le certificateur envoie une première alerte en disant attention, vous arrivez dans la période où vous devez faire votre audit de surveillance et va vous inviter à prendre contact pour définir une date. Ok, donc. Je permets juste de reprendre le temps qui défile. Si on veut aborder le dernier point et prendre peut-être les dernières questions à la fin, ça Oui. qu'on a. Je suis désolé de couper ça. Je sais que les questions sont nombreuses. Alors, je vois une question à laquelle je veux répondre parce que comment vérifier les prérequis pour une formation d'un jour? C'est vous qui définissez les prérequis. S'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de prérequis. S'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de prérequis, disait Pascal à ce moment-là. Donc, voilà. Peut-être avancer du coup. Alors, on a perdu Pascal. J'espère qu'il va revenir rapidement. Oui, j'imagine qu'il va réussir à se reconnecter. On peut passer effectivement, comme tu le disais, Jean-Baptiste, à la suite. Voilà, les risques encourus en cas sur un audit de surveillance. Peut-être Marie-Hélène, je te laisse en parler. Oui, alors heureusement que nous avons eu quelques répétitions, n'est-ce pas? Du coup, en fait, quand il y a eu une non-conformité mineure et que le plan d'action que vous aviez indiqué n'a pas été suivi, eh bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas suivi votre plan d'action, eh bien, à ce moment-là, effectivement, la non-conformité mineure pourrait se transformer en non-conformité majeure lors de l'audit lors de l'audit de surveillance. Ensuite, vous risquez de vous retrouver évidemment de nouveau avec des non-conformités, puisque c'est pas parce que tout n'a pas forcément été vérifié au départ. Et là, donc, voilà, on va effectivement revérifier encore une fois et vous pouvez avoir de nouveau des non-conformités. Ça peut aller même ces sanctions-là jusqu'à une non-conformité majeure en fait, et même un contre-audit. C'est-à-dire que effectivement, si l'auditeur juge que vraiment c'est une non-conformité majeure, et donc ce qui s'est passé à l'audit de surveillance, ou alors vous n'avez pas suivi le plan d'action par rapport aux non-conformités mineures de l'audit initial, eh bien effectivement, sachez-le, vous pouvez avoir de nouveau ce qu'on appelle un contre-audit. Contre-audit qui sera bien entendu à votre charge. Donc non seulement c'est pas agréable d'avoir encore une journée d'audit, j'en profite pendant que Pascal n'est pas là, mais en plus, forcément avoir de nouveau à financer un contre-audit, c'est quand même quelque chose de très lourd. Et puis la sanction, elle peut même aller jusqu'à la suspension de la certification. Donc là, on est vraiment dans les risques encourus en cas d'un audit de surveillance qui se passe mal. Donc c'est quand même pour souligner l'importance de cet audit de surveillance, qui est un audit allégé, puisqu'il est par principe d'une durée de la moitié de l'audit initial. En gros, si vous avez une journée à l'audit initial, vous avez une demi-journée d'audit de surveillance. Donc on pourrait penser que c'est un audit juste pour vérifier un certain nombre de choses et que, entre guillemets, c'est plus light. Mais quand même, vigilance par rapport à cet audit de surveillance, parce que ça peut aller jusqu'à l'exclusion du système. Donc voilà, Pascal, j'ai pris de façon impromptue, ce sont les joies du direct, comme on disait dans le temps à la télévision. Les risques encourus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Écoutez, décidément, Pascal n'arrive pas à se reconnecter. Je crois qu'on arrivait au bout du webinaire et on peut prendre un certain nombre de questions un peu plus générales, peut-être. Je reprécise, tout à fait, je vais reprendre les questions générales et je reprécise que l'envoi du PowerPoint sera fait pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin du webinaire, donc sur la dernière partie, la partie numéro 4, qu'on va faire dans un instant. Et effectivement, on peut prendre quelques questions peut-être plus générales, effectivement.
Alors, Ouais, alors le temps que Pascal nous rejoint, moi je vais nous rejoindre, je vais prendre comment gérer les appréciations des financeurs, etc. Oui, c'est une difficulté hein, qu'on rencontre souvent d'avoir des réponses des financeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on vous demande, c'est pas forcément d'avoir des réponses, mais c'est d'avoir envoyé les questionnaires. Il y a il y a sur certains financeurs, on sait très bien qu'il y a très peu de chances qu'il y ait des réponses. Mais ce qu'on vous demande, c'est de l'avoir fait au moins une fois, deux fois, trois fois. Enfin, allez, mais disons, pour être vraiment dans les clous, prévoyez un envoi de questionnaire et deux relances. Après, on considère que vous avez fait le nécessaire. Donc, alors, il y avait une question intéressante qui était, on regarde les écarts inscrits au plan d'action, même si on a déjà apporté la preuve de leur mise en place. Pascal, j'en profite pour te passer le Oui. relais. Alors, la mise en place est une chose. Les éléments de preuve, c'est-à-dire le suivi dans la vie de votre OF, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire si vous êtes engagé à, je vais répondre en même temps à une autre question, peut-on faire l'amélioration continue sur un tableau Excel? Si lors de l'audit initial, vous avez présenté un tableau Excel pour faire le suivi de votre amélioration continue, donc c'est bien possible, et que vous dites, bon, ben voilà, je vais mettre en place un tableau Excel dans lequel je vais faire mon suivi, le tableau Excel aura telle forme, comportera telle colonne, bah, ce que va vérifier l'auditeur, c'est que vous avez bien exploité ce tableau, que votre amélioration continue, vous avez bien suivi le process sur lequel vous êtes engagé au départ. Voilà. C'est ça le but de l'audit de surveillance. Alors, voilà. Après, si vous lui présentez un tableau Excel vierge et que vous lui dites j'ai jamais eu de truc, bah, j'ai jamais eu de problème, ou j'ai jamais eu d'informations de veille, ou j'ai jamais eu de personnes en situation. Les personnes en situation de handicap, c'est bien possible, mais bon, là, il y a quand même un doute de l'auditeur sur l'exploitation. Donc, il faut être très, très, très prudent. Et il faut savoir aussi que si une non-conformité dont le plan d'action a été validé, mais pas exploité correctement, ou pas exploité dans ce qui était demandé, eh bien, une non-conformité mineure devient une non-conformité majeure. Oui, tout à fait. Donc, on a une autre question. Quelles sont les différences d'approche entre audit initial et audit de surveillance, s'il y en a une? Oui, j'ai un peu de mal à définir l'approche. L'approche est toujours la même, hein, c'est le respect du référentiel. Bon, comme je vous disais, sur des temps plus courts, donc ça sera moins fouillé, mais il y aura toujours définition d'un échantillonnage, hein, définition d'un échantillonnage de formation et de stagiaires ayant participé à ces formations. Donc on va toujours aller chercher les éléments de preuve dans les dossiers aussi, hein. Que ça soit, si l'indicateur concerne un stagiaire ou concerne un formateur ou concerne une formation, on ira voir, bien évidemment, à l'intérieur des dossiers si ce à quoi vous êtes engagé a bien été suivi. Vous êtes engagé, par exemple, à faire un entretien préalable pour qualifier le candidat en stagiaire. Si on va voir dans le dossier stagiaire et qu'on ne voit pas trace de l'entretien préalable, bien évidemment, là, il y aura une non-conformité. Donc l'approche est toujours la même. L'approche est toujours la même. Ça sera plus court, il y aura moins d'indicateurs qui seront surveillés, mais échantillonnage sur la personne de 6 mois avant l'audit. Ben non, l'échantillonnage sera entre la date de l'audit initial et la date de l'audit de surveillance, c'est-à-dire que ça, c'est à la discrétion de l'auditeur qui prendra des dossiers. Il va vous demander la liste des formations qui ont été dispensées depuis l'audit initial et il va piocher dans ces formations pour faire un échantillonnage qui peut être plus ou moins important. Moi, j'ai vu passer aussi, avez-vous connaissance d'outils qualité pour les OF, autres que les logiciels de gestion de la formation? Non. Moi, pas à ma connaissance. Enfin, j'ai jamais été regardé dans ce domaine, mais non, j'en ai pas connaissance. Alors, je crois qu'il y a des logiciels comme Digiformag hein, qui intègrent des modules qualité qui se sont un petit peu adaptés à Calliope. Mais bon, Digiformag, c'est déjà un logiciel assez costaud. Donc après, suivant la taille de l'EF, en effet, on peut avoir ce type de logiciel. Mais bon, c'est vrai que à part Digiformag, non, j'ai jamais rencontré.
je reviens sur le maître du temps. Je vois le temps encore une fois qui défile. Je vois qu'encore une fois, il y a beaucoup de questions. Peut-être que des questions ne seront pas répondues aujourd'hui, mais c'est aussi l'objet à un moment donné de Formité que de pouvoir accompagner les OAF qui sont en difficulté ou en questionnement. Peut-être je vais laisser Marie-Hélène présenter les solutions et on fera une dernière partie questions-réponses avant la fin du webinaire. Oui, donc pour préparer cet audit de surveillance, Formité a eu l'idée de proposer 2 types d'accompagnement en fait. Donc soit un abonnement mensuel en fait qui va permettre d'être tout au long en fait des 36 mois de durée de votre certificat, on va dire ça comme ça, ou de votre certification. De répondre d'abord à vos questions et puis de mettre en place en fait avec vous des audits tournants sur un critère, puis un autre critère, puis un autre critère. Ça se concrétise par un cycle d'audit tournant, c'est-à-dire que tous les mois, en fait, on fait le point avec vous sur un des critères Calliope. Et donc avec ce qu'on appelle des audits tournants, c'est-à-dire que le mois d'après, on passe sur un autre indicateur et encore sur un autre indicateur. Ceci afin d'être rassuré pour vous, d'être tout le temps prêt. Bien sûr, cette formule d'abonnement, elle comprend également, on a vu qu'il y avait énormément de questions aujourd'hui, une espèce de, on va dire, SAV, SVP, réponse à vos questions. Et donc, c'est un abonnement qui va commencer à partir de 2 heures par mois minimum. Donc voilà, donc c'est un peu, on reste à côté de vous, on vous a accompagné, on vous a accompagné nombreux sur l'audit initial et on reste à côté de vous en fait tout au long des 36 mois avec vraiment comme si vous aviez en externe un qualiticien, un chargé de la qualité et notamment de Calliope, qui va donc faire le travail de vérifier de façon tournante les indicateurs et d'être votre contact permanent sur la question Calliope. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, cet abonnement mensuel n'est pas que pour ceux qui se sont fait accompagner par Calliope, par Formité, il est pour tout le monde, évidemment. Donc voilà. Et puis sinon, pour d'autres, parce que vous n'êtes pas dans cette approche-là, ou parce que simplement vous estimez que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, mais que à un moment donné, quand même, avant de passer l'audit de surveillance, vous auriez besoin de vous assurer que vous êtes bien dans la ligne, eh bien un audit blanc. Donc de surveillance, un audit blanc de surveillance réalisé dans les mêmes conditions que l'audit de suivi officiel, mais enrichi évidemment des conseils et préconisations, notamment de Pascal, mais on a aussi Joanne qui travaille avec nous, qui accompagnent chez Formité, mais qui sont aussi parallèlement auditeurs, chacun dans des structures différentes, et donc de bénéficier en fait de ce savoir-faire en amont, qui évite effectivement un certain nombre en général de non-conformités mineures, voire majeures. Donc voilà un petit peu les 2 formules qui vous sont proposées. Donc soit un abonnement mensuel avec un minimum de 2 heures par mois pendant la durée des 36 mois, soit effectivement un audit blanc de surveillance, tout ça pour vous permettre d'aborder l'audit de surveillance dans les meilleures conditions possibles. J'ai mis dans le chat un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous pour avoir un devis et rentrer en relation avec Mélanie, en l'occurrence, qui pourra vous aiguiller sur la façon de bénéficier de ces accompagnements. Un dernier temps d'échange questions-réponses. Il nous reste 2 minutes pour être parfaitement dans le timing. Alors moi je veux bien répondre à une question que j'ai vue passer tout à l'heure, c'est les auditeurs sont-ils missionnés pour trouver les non-conformités ? Non, un auditeur à la base est missionné pour trouver les preuves de conformité. Après, s'il y a non-conformité, il y a non-conformité. Par contre, ce qu'il faut bien, la chose sur laquelle il faut bien être conscient, c'est que la bienveillance qu'on peut mettre dans un audit initial, parce que encore une fois, on est sur un référentiel récent et que les gens qui arrivent, les OAF qui s'inscrivent dans cette démarche, n'ont pas forcément exploité cette démarche depuis longtemps, sera beaucoup moins présent lors de l'audit de surveillance. C'est-à-dire que là, il y a conformité ou non-conformité.
On va regarder votre process, on va regarder les éléments de preuve. S'il n'y a pas d'éléments de preuve qui suivent le process, là, bien sûr, il y aura non-conformité. Par contre, il n'y a pas la chasse, il n'y a pas la prime à la non-conformité. Je vous rassure, c'est toujours fait de façon neutre. L'objectif d'un audit étant quand même de vérifier l'état des lieux de votre système qualité. La suite par rapport à un audit, hein, ça peut être en effet des non-conformités qui ont été constatées, mais ça laisse toujours la possibilité à un champ d'action à l'OF pour résoudre les non-conformités et repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est pas, mais il n'y a pas la chasse. Alors, il y avait une question aussi sur les coûts. Et bien évidemment, les coûts vont dépendre de la taille de votre OF. C'est pour ça que je vous encourage à prendre rendez-vous avec Mélanie pour voir justement ces deux formes d'accompagnement et à combien, en termes cette fois-ci financiers, à combien s'élèverait cet accompagnement pour vous. Parce que ça dépend vraiment de la taille de votre OF. D'autres questions, Jean-Baptiste? Mais il est 13h30, tout pile. 13h30, écoutez, il y a certainement des questions qu'on a manquées, peut-être, et on s'en excuse vraiment pour ça. Maintenant, vous avez toujours des solutions maintenant pour venir nous rencontrer. Non, on est bien. Je vous remercie infiniment pour votre partage à tous dans le chat. Vous avez été très, très, très actifs et c'est un plaisir de pouvoir échanger de cette manière. En tout cas, je le dis pour Pascal et Marie-Hélène. Qui ont pu montrer voilà, leur expertise. Un dernier mot, Pascal? Merci à tous. Pour moi, c'était une première. Et j'étais un peu stressé, mais finalement, je vois qu'il y a beaucoup de questions et c'est normal. On est sur des démarches récentes et bon, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, vraiment, je pense que c'est important quand vous avez des questions de pouvoir obtenir les réponses et méfions-nous de radio, ce que j'appelle radio tam tam. Hein. Méfions-nous des choses qu'on entend à droite à gauche. Voilà, il vaut mieux toujours avoir des réponses concrètes que de rester sur une idée qui n'est pas forcément la bonne. Mais merci à tous pour votre participation et votre écoute. Et moi, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Et puis, je n'oublie pas mes bonnes bases parce que je suis d'abord et avant tout coach et formateur de coach. Et si vous pouviez juste avant de partir nous laisser un petit message dans le chat pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et nous faire un feedback. Merci à vous. Merci. Vous allez recevoir encore une fois le PowerPoint par mail pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pour vous remercier de votre soutien. Également un mail dans lequel vous pourrez laisser du feedback un peu plus complet que simplement par le chat. Faites-le, ça nous aide énormément. Et puis l'amélioration continue. Voilà, de l'amélioration continue. que ça soit quelque chose, une piste de progrès ou un point fort, ça nous aide. À bientôt. À bientôt.